Gendarmerie de Pont-de-Chéruy, dans l'Est lyonnais. Il est 10h15 en ce lundi matin et la semaine va commencer avec un événement d'une importance exceptionnelle. 6 individus, véhicule Mercedes. Avec des masses. On a une direction de fuite, on a quelque chose. C'était encore sur place quand Prenez le HK, on prend un HK, un pont. Un braquage est en cours. C'est le patron d'une bijouterie qui vient d'appeler depuis son arrière-boutique. Les malfaiteurs sont encore dans son magasin. Ouais, je vais prendre la 206. C'est quoi comme description de véhicule? J'ai un Mercedes. 4 individus cagoulés, armés de masques. Toute la brigade est mobilisée. L'alerte vient de ce centre commercial, situé à seulement 1 km de la brigade. Il faut s'y rendre au plus vite, car il y a une chance d'intercepter les braqueurs en flagrant délit. L'adjudant Fabrice Peunier est en première ligne. Le centre opérationnel diffuse des informations dans tout le département. À tout le monde, sur Digne jamais yeux, 4 personnes dans le magasin, cagoulées, grands costauds, vêtus de noir avec blouson bombers. Un conducteur resté à bord du véhicule de marque Mercedes, gros modèle, de couleur gris. À ce moment-là, la voiture des braqueurs est en train de se positionner devant l'entrée du centre commercial. Grâce à la vidéosurveillance, le service de sécurité peut les suivre en direct. Soudain, les malfaiteurs ressortent un sac à la main. Ils sont cagoulés et armés, puis ils reprennent la fuite. Les gendarmes sont en train d'arriver. La Mercedes traverse les parkings à toute allure. À quelques secondes près, les hommes vont parvenir à s'échapper. Mais ils ne sont pas au bout de leur peine. La direction qu'ils prennent est immédiatement communiquée aux gendarmes. Va alors démarrer une véritable course-poursuite. L'Auvergne-Rhône-Alpes couvre 12 départements. Avec plus de 8 millions d'habitants, c'est la deuxième région la plus peuplée de France. Son chef-lieu, la ville de Lyon. Selon un rapport du ministère de l'Intérieur, la métropole a été classée en mars 2022 la troisième ville la plus dangereuse de l'Hexagone derrière Paris et Marseille. Moi, quand j'étais avec le mec, il me tenait par le bras et j'entendais bam, bam, bam. Et je me demandais ce qui va se passer, il va se retourner, il va faire quoi, il va me prendre. Enfin, voilà, après, vous imaginez plein de choses. Alors les gendarmes sont sur le pied de guerre jour et nuit afin d'assurer la sécurité des citoyens. Ils ont pris cette route-là, donc il y a des barrages qui vont être mis un peu plus loin. Dans leur mission, ils font équipe avec les pompiers de la ville. À la caserne de Rochat, dans le 7e arrondissement, les alertes retentissent toutes les 2 minutes. Allez-y, allez-y, allez. Accident de la route, malaise, tentative de suicide, les hommes en uniforme interviennent quotidiennement sur des urgences absolues où chaque seconde compte. Est-ce que vous m'entendez, monsieur? Ouvrez les yeux. Monsieur. Mais l'Auvergne-Rhône-Alpes, c'est aussi 110 domaines skiables et 173 stations, ce qui fait d'elle la première région mondiale pour les sports d'hiver. Et pour assurer la tranquillité des vacanciers, les gendarmes d'Alpe d'Huez veillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Entre adrénaline, stress et course-poursuite, plongés au cœur du quotidien exceptionnel des gendarmes et des pompiers d'Auvergne-Rhône-Alpes. Retour à la gendarmerie de Pont-de-Chéruy, dans l'Est lyonnais. Tout le monde est sur le qui-vive. Une tentative de braquage vient d'avoir lieu. Les cambrioleurs sont en fuite. Prends pas la direction là, je vais prendre la direction de Bourgoin. Mission confiée à l'adjudant Peunier, partir à la poursuite des malfaiteurs. Ouais, tu m'entends? Il y a une direction de fuite en direction de Bourgoin. Ils ont fait la bijouterie avec 4 individus armés. Dans toute la région, un dispositif est mis en place pour intercepter la Mercedes. Ils ont pris cette route-là, donc il y a des barrages qui vont être mis un peu plus loin. Donc on avise la compagnie Bourgoin qui se trouve un peu plus loin. Diverses patrouilles vont se mettre en barrage sur les axes principaux. L'hélicoptère de la gendarmerie est également mobilisé. Grâce à son équipement vidéo, il va peut-être parvenir à repérer la voiture en fuite. L'appareil adopte la technique de l'escargot.
L'hélicoptère s'éloigne peu à peu du lieu du braquage afin de balayer la zone la plus large possible. Alors que la course-poursuite bat son plein, d'autres gendarmes sont dans la bijouterie pour faire les premières constatations. Les braqueurs se sont dirigés vers les bijoux les plus précieux du magasin. Ils ont tenté de briser les vitrines avec des haches. Mais dès le premier coup sur ces vitres, le système anti-effraction s'est déclenché. Un rideau blindé s'est mis en place devant les bijoux. Les malfaiteurs sont repartis bredouille. Le centre commercial ultra moderne est équipé de plusieurs dizaines de caméras. Les gendarmes se rendent au PC sécurité pour découvrir les images. Avec eux, nous allons pouvoir revivre le braquage comme si nous y étions. Alors que les familles font leurs courses paisiblement, les braqueurs arrivent en courant avec leurs armes et leurs sacs. Une mère de famille, affolée, prend son enfant par le bras. Les 4 hommes crient, ils demandent aux clients de se coucher par terre. Devant la bijouterie, une femme s'exécute. Cet agent de sécurité, lui, n'obéit pas. L'un des braqueurs le met en joue avec son fusil à pompe. L'homme garde son sang-froid. À l'intérieur du magasin, les malfaiteurs ne pourront donc rien dérober. Leur fuite est filmée par une autre caméra, située dans le hall. Là, le premier, c'est une hache. Là, un pistolet, un Ah, canon. une hache, voilà. Il y a une hache à la main. Non, lui, fusil à pompe, ça, c'est Ça, un fusil à... C'est ce que un témoin m'a dit, avec un canoncier. C'est un Salès. 4 portes. Une doudoune. Une veste de survêt avec un bas de survêt. Jean. Les premiers éléments d'enquête s'accumulent. Tout est allé très vite. Moins d'1 minute, les 4 hommes, plus le conducteur, ont pu prendre la fuite. Mais les gendarmes, lancés à leur poursuite, vont bientôt retrouver la trace de cette Mercedes. À plus de 120 km de Lyon, à 1860 mètres d'altitude, Alpe d'Huez, c'est l'une des stations de ski préférées des Français. Près de 1300 personnes y habitent à l'année, mais lors de la saison d'hiver, sa population peut atteindre 20 000 skieurs. Pour gérer cet afflux massif des vacanciers, un plan de sécurité est mis en place avec une vingtaine de gendarmes. Parmi eux, il y a Laurence Capellaro. Cette mission de maintien de l'ordre à l'Alpe d'Huez, elle ne peut pas la rater. À seulement 30 ans, elle rêve déjà de gravir les échelons. Elle veut devenir OPJ, officier de police judiciaire. L'OPJ pour moi c'était vraiment un objectif de carrière, après ça ouvre beaucoup de portes et de possibilités, ça permet également de monter en grade. Parce que pour un gendarme c'est vrai que c'est important de pouvoir mener sa propre enquête et d'être son propre chef, de pouvoir prendre ses initiatives. Laurence veut montrer sur le terrain qu'elle a l'envergure d'une enquêtrice et l'occasion va se présenter encore plus rapidement qu'elle ne l'espérait. Le lendemain, 6h15 du matin, 2 hommes s'introduisent dans cet hôtel. Ils entrent dans le logement des propriétaires, au rez-de-chaussée. En leur présence, ils cambriolent l'appartement. Les gendarmes appellent ce genre de malfaiteurs les rats d'hôtel. Selon eux, il y en a de plus en plus en station. Laurence a de la chance d'être sélectionnée dans l'équipe qui va mener l'enquête. Avec ses collègues, elle se rend immédiatement sur les lieux. Je suis partie à la cuisine pour ouvrir le four comme je fais chaque matin pour faire cuire les croissants, enfin tout. D'accord. Et donc ça a duré 2-3 minutes. Donc après, quand je suis revenue, ma cliente était partie. Et apparemment, ils sont montés en même temps que, D'autres clients que le client qui sortait. Les 2 hommes ont dérobé tout ce qu'ils ont pu. Un smartphone, un clavier d'ordinateur. Et ils s'apprêtaient à débrancher l'écran plat du salon. Mais ils ont sans doute été surpris. À cet instant, les 2 cambrioleurs se sont volatilisés. Et vous allez voir comment Laurence va finalement parvenir avec ses collègues à les retrouver. Premier indice, et c'est un indice de taille. L'hôtel est équipé de caméras de vidéosurveillance. On y voit la propriétaire dans le hall d'accueil. Malgré sa présence, 2 hommes s'introduisent quelques secondes plus tard. Ils ne portent ni gants, ni cagoule. Ils se dirigent tranquillement dans l'appartement. Puis ils ressortent 2 minutes plus tard, tout aussi tranquillement avec leur butin. Et après les images, on les voit ressortir? Oui. D'accord. Lui, il part en courant.
Et l'autre, il marche tranquille. C'est qui à côté, là, à droite? C'est nos clients. C'est vos clients. À partir de ces images, les gendarmes vont pouvoir diffuser un signalement. Il faut aller vite. Les deux hommes sont sans doute encore dans la station, mais peut-être plus pour longtemps. Retour à Lyon. C'est la 3e plus grande ville de France, avec 500 000 habitants, auxquels il faut ajouter des milliers de touristes attirés par sa gastronomie et son centre historique entre Saône et Rhône. C'est le territoire d'intervention des 90 pompiers de la caserne Rochat. Il couvre le 7e arrondissement, le plus vaste de la ville, avec son lot d'accidents et de drames humains. Il est tôt ce matin-là, quand l'alerte retentit. Cyril, adjudant depuis 7 ans, prend en charge l'intervention. On part pour une personne qui a sauté dans le Rhône, qui a sauté d'un pont. On ne sait pas si c'est un accident ou un acte désespéré. Donc, vu la température du Rhône, elle est à 10 degrés en ce moment, il faut faire vite. L'homme aurait sauté du pont de la Guillotière, situé à quelques rues de la caserne. Le Rhône et la Saône attirent de nombreux touristes, mais les deux fleuves sont dangereux. L'année dernière, les pompiers de Lyon sont intervenus plus d'une centaine de fois pour des noyades. On a un laps de temps qui est hyper court pour être efficace, quoi. Chaque minute compte. Tout corps plongé dans une eau à moins de 10 degrés entraîne un risque d'arrêt cardiaque. Mais une fois sur les berges du Rhône, l'homme est introuvable. Le courant est fort, il a dû dériver. En fait, il s'est retrouvé coincé derrière les bateaux à quai. Le témoin qui a appelé les secours est sous le choc. Donc moi je marchais dans ce sens-là, et j'étais à 2 mètres de lui. Je l'ai vu enjamber la barrière, il s'est jeté. Et tout de suite on se dit mais pourquoi j'ai pas le réflexe juste avant de le rattraper, quoi. C'est ça qui est impressionnant. Et puis alors il est tout de suite tombé dans l'eau, il a remonté à la surface assez rapidement et puis il s'est laissé entraîner par le courant. 10 minutes après l'alerte du témoin, les pompiers sont sur place. Mais ils doivent faire appel à la brigade fluviale et ses plongeurs. Pour quelqu'un qui tombe dans l'eau, ses chances de survie sont très minces. C'est de l'ordre de quelques minutes. C'est pour ça qu'il faut une prise en charge très rapide. Le plongeur a retrouvé la victime, mais le courant les fait dériver. Il faut le Zodiac pour les récupérer. La situation est grave. Le noyé est en hypothermie et surtout il est inconscient. Est-ce que vous m'entendez, monsieur? Ouvrez les yeux, là. Monsieur? La victime est un homme de 66 ans. Il est transi de froid. Sa température ne dépasse pas les 32 degrés. Si elle chute plus bas, c'est sûr, il décédera. Vous m'entendez ou pas? Allez, essayez de me répondre un peu. Serrez la main, là. Donc là on est en train de se battre pour le réchauffer. Donc c'est en cette période la température de l'eau est très froide. Donc nous on est en train de faire tout ce qu'on a de notre côté. On lui a déjà retiré ses vêtements pour essayer de faire remonter sa température corporelle. Mais malgré leurs soins, les pompiers n'arrivent pas à faire remonter la température. Cyril appelle alors les médecins du SAMU en renfort. Monsieur? À l'intérieur de l'ambulance, les secouristes continuent de se battre pour maintenir l'homme en vie. Allez, on vous a mis le chauffage, vous avez commencé à vous réchauffer. Et au bout de 10 minutes d'effort, la température de la victime commence à remonter faiblement. 38. Mais elle est toujours inconsciente. Le SAMU arrive. Oui, on peut fermer la porte s'il fait froid. Et 15 minutes plus tard, l'état de la victime s'améliore. L'homme vient d'échapper au pire grâce à la rapidité des secours. Initialement, il ne se réveillait pas, donc on pensait le mettre dans un coma profond et l'intuber, en fait, le brancher à un respirateur avec un tuyau dans sa trachée. Et finalement, avec un réchauffement progressif, il est à 32 degrés 9 là actuellement et il est conscient maintenant. La victime explique avec difficulté les raisons de son acte. Il venait tout juste de sortir de l'hôpital. Étant seul, chez moi, bien sûr, j'appréhendais beaucoup à rentrer. D'accord. Je l'ai signalé, ça. Vous savez qu'on ne garde pas à l'hôpital. Oui. Je comprends. Oui, il y a peu de lits disponibles, alors... Non, je ne le sentais pas.
Donc j'ai fait un effort. 15 jours j'ai tenu. J'ai fait un maximum. On a mis presque 3 quarts d'heure, 1 heure pour pouvoir le faire remonter juste à 33 degrés. Donc du coup, pour l'instant, là, il est encore en état vraiment de choc. Donc du coup, c'est pour ça qu'il faut qu'on le transporte rapidement à l'hôpital. Allez. À l'arrivée aux urgences, le rescapé est placé en soins intensifs. Il restera plusieurs semaines sous surveillance pour détecter d'éventuelles complications. On fait tous plus ou moins ce métier pour sauver des vies, même si on est tous plus attirés par l'incendie et 80% de nos interventions sont du secours à personne. Et quand on est vraiment dans nos missions de sauvetage comme ça reste c'est une satisfaction pour nous. Dans l'est de Lyon, on retrouve la brigade de gendarmes de Pont-de-Chéruy. Il y a Crémieux qui est en barrage un peu plus loin. Donc nous, on va tourner en direction route de Bourgoin. Ils sont à la poursuite des braqueurs de la bijouterie. Après leur tentative, les 5 hommes cagoulés et armés avaient réussi à fuir. Mais voilà les voitures et l'hélicoptère de la gendarmerie lancés à leur trousse. Et au bout de 20 minutes... de survoler un véhicule en train de brûler. Donc là, on ne peut pas distinguer le type du véhicule, mais vu le gabarit, ça pourrait bien être ça. Une voiture en feu a été repérée à une dizaine de kilomètres du braquage. Le commandant Fèvre se dirige vers le lieu de l'incendie, au beau milieu d'une forêt. Ah, ça fume. Merci, mon commandant. Bonjour. Au bout de la route, une berline de luxe, complètement ravagée par les flammes. C'est bien la Mercedes utilisée par les malfaiteurs. Les 5 hommes sont certainement repartis dans un second véhicule qu'ils avaient garé auparavant dans cette clairière. Qu'est-ce qu'on a? On n'a pas grand-chose. On a un cavalier là, qui est venu sur le secteur, qui n'a pas vu le véhicule, et une randonneuse qui a vu le véhicule brûler, mais par contre qui n'a pas vu le véhicule rouler derrière. Donc, complètement isolé ici, il n'y a pas de champ, il n'y a rien. Les traces de roues là? C'est les pompiers? Ouais, ça c'est aussi les pompiers. A priori, pas de témoins et peu d'indices. Les plaques d'immatriculation ont fondu. Mais de toute façon, il s'agissait de fausses plaques, copiées sur un véhicule du même modèle. Les pompiers cherchent maintenant une petite inscription métallique conçue pour résister à toutes les températures. Alors là, on cherche un numéro de série parce que chaque véhicule a un numéro de série. Il y en a un certain nombre, à mon avis, sur celui-ci. Ça servira au moins à connaître le lieu où le véhicule a été dérobé. Et peut-être avoir des éléments sur le vol au départ. On apprendra ainsi que la Mercedes avait été volée 10 jours plus tôt dans le département voisin de l'Ain. Les gendarmes commencent à compiler toutes les informations possibles. À leur disposition, ces précieuses vidéosurveillances enregistrées par le centre commercial. Souvenez-vous, on y voit les braqueurs armés de haches et de fusils à pompe. Ils pénètrent dans la galerie marchande en criant et en menaçant tous ceux qu'ils croisent. À l'intérieur de la bijouterie, 2 femmes vont vivre les secondes les plus longues de leur vie. Ces 2 vendeuses que l'on retrouve l'après-midi même du braquage. Avec un calme impressionnant, elles nous racontent ce qu'elles ont vécu. J'ai pas vu aller là. Moi, quand j'étais avec le mec, il me tenait par le bras et j'entendais bam, bam, bam. Et je me suis dit, mais c'est quoi ces bruits, d'où ça sort? Ouais, bah là, on voit encore. Ce sont les coups de hache contre les vitrines. Vous êtes là en train de travailler et de suite vous voyez derrière vous des hommes cagoulés en vous disant bougez pas, ça va bien se passer. Je me demande si c'est réel. Ouais, on a cru à un canular quoi. Moi j'étais juste là au niveau de la télé en train de changer une pile et je me suis mise cachée dessous. Je me demandais ce qui va se passer, il va se retourner, il va faire quoi, il va me prendre. Enfin, voilà, après vous imaginez plein de choses quoi. Je veux dire, on voit tellement de choses qu'après on s'imagine également plein de choses. Donc c'est vrai que c'est quand même assez faisant la minute à tenir. À ce moment-là, le système anti-effraction se déclenche. Un rideau blindé se lève pour protéger les vitrines. Le plan des braqueurs est en train de tourner court. Ils se dirigent alors vers Claire, la jeune vendeuse, qui va craindre le pire. Tout de suite, quand il est arrivé, il m'a pris par le bras et il m'a amené vers l'extérieur de la boutique.
Donc oui, là j'ai eu peur de la prise d'otage parce que j'entendais qu'ils disaient que le rideau se levait, donc il fallait partir. Et moi, quand ils ont voulu partir, le monsieur me tenait toujours par le bras. Donc c'est vrai que j'ai eu peur d'être prise en otage. Et puis finalement, quand j'ai vu qu'ils m'ont ramenée à l'intérieur de la boutique pour me demander d'ouvrir les vitrines, j'étais un peu quand même soulagée de rester dans le magasin. Ouais. Même avec sa clé, Claire ne peut plus ouvrir la vitrine, complètement bloquée par le blindage. Les braqueurs décident de repartir bredouille. Ces vitrines-là, elles étaient quand même plus accessibles et ils ne sont pas prises parce qu'elles avaient moins de valeur. Avec le recul, les vendeuses réalisent que les braqueurs sont allés directement vers les vitrines les plus précieuses. Il y en avait derrière ces vitrines pour plusieurs dizaines de milliers d'euros. Les 3, c'est les plus chers du magasin. Donc ça veut dire qu'ils sont déjà venus avant pour repérer. Parce que des personnes qui ne connaissent pas le magasin, ils ne seraient pas venus directement là. Si les malfaiteurs ont repéré les lieux, ils ont donc été filmés. Cette caméra, à l'intérieur du magasin, a sans doute enregistré dans les jours précédents des hommes intéressés par ces vitrines. Les gendarmes vont réclamer au patron les fichiers vidéo et comme vous le verrez, ils vont faire une curieuse découverte. À plus de 120 km de là, dans la station d'Alpe d'Huez, une autre équipe de gendarmes recueille également les indices. Quelques heures plus tôt, des cambrioleurs se sont introduits dans cet hôtel pour dérober les effets personnels des propriétaires des lieux. On est positif au niveau des empreintes là. Ouais. Là, on a une belle empreinte de paume ici là. Laurence effectue les premières constatations. Fais-le en lumière rasante. Là, pareil, là on a une très belle paume droite là, comme ça. En essayant d'importer l'écran plat du salon, les deux hommes ont laissé des traces, des empreintes digitales, une aubaine pour les gendarmes. C'est très belle celle-là. Pour Laurence, c'est l'occasion ou jamais de montrer à ses supérieurs ses aptitudes techniques. C'est vrai que là, je pense qu'elle va être exploitable. Il y a juste une côté droit là qui est un petit peu glissé, mais sinon toutes les lignes sont apparentes. De retour au poste, les gendarmes accueillent les victimes du cambriolage pour enregistrer leurs plaintes. Et vous étiez où à ce moment-là, monsieur? Je dormais. Vous dormiez? Oui. Vous n'avez rien entendu? J'ai rien entendu, non. On va relever les empreintes de monsieur et madame qui ont aussi touché la télévision, de manière à être sûr que ce ne sont pas leurs empreintes. Je crois que si j'ai été arrivée en face eux, enfin, on ne sait pas la réaction qu'on peut avoir, mais bon, je me connais, peut-être que je les aurais pris par le col, ils secouaient un peu. Bon, c'est peut-être pas bien. Oui, Peut-être que... Oui, allez-y. Mais peut-être que c'est ça que tout le monde fait, quoi, un peu de colère quand ça arrive devant soi. Et puis après, je ne sais pas ce qui peut en résulter, parce que je ne sais pas s'ils sont armés, s'ils sont violents, je ne sais pas. On a de plus en plus de vols commis en présence des victimes, aussi bien dans les voitures avec violence ou dans les appartements. Cambriolage, vol de ski, bagarre. Voilà à quoi ressemble la délinquance dans les stations de ski. Les gendarmes commencent ensuite ce qu'ils appellent l'enquête de voisinage. Bonjour. Bonjour. Un petit renseignement? Oui. Non, franchement, jean, basket, doudoune bleue, comme ça, non. Si jamais, oui. En toute discrétion, un petit coup de fil, ils sont là, on pense que... Voilà. Les gendarmes essayent un autre magasin. Et soudain... Ouais, c'est un peu le style pareil de Bonjour, jean. le monsieur avec le blouson noir, là. Oui. Vous le connaissez? Ils croient avoir repéré l'un des suspects. Est-ce que vous avez une pièce d'identité, s'il vous plaît? Non, je sais pas. Petit contrôle. Rien du tout? Vous habitez où, monsieur? J'habite à Paris. Vous travaillez là? Non, je viens d'arriver là, j'habite à Paris. Le blouson est semblable, mais il ne correspond pas tout à fait au signalement. C'était une fausse piste. Merci. Voilà. Ouais. Bon, bonnes vacances. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Mauvaise piste, ouais. Le blouson aurait pu correspondre. Les deux cambrioleurs courent toujours. Mais finalement, l'enquête va avancer grâce à un appel téléphonique. Au bout du fil, le poste de gendarmerie. Oui, je te disais
matin. Oui. Apparemment, on a reconnu l'auteur. Donc si tu peux venir au bureau, comme ça je te dis son nom et on voit comment on manipule la chose. D'accord. On a reconnu informellement avec Rodolphe. Ok, ça marche. Bon, on arrive tout de suite. Ah mais il les connaît, en plus. Ils sont chez eux. 2 gendarmes, de retour au poste, ont regardé les photos issues de vidéosurveillance. Ils reconnaissent formellement l'un des cambrioleurs. Ils habitent la même commune. On reconnaît lui. Oui. On reconnaît. Super. C'est un mec de... Ouais. Il a pas de bol, on est tous les deux. Ouais, c'est moche. Ah yes, c'est good ça. Énorme coïncidence, énorme coup de chance pour les gendarmes. Immédiatement, ils sortent le fichier et la photo du suspect. On a sorti sa photographie qu'on a sur nos fichiers. Donc c'est un individu qui habite sur la commune de Mont, qui est très connu, enfin très défavorablement connu de nos services, notamment pour des faits de recel, de vol, de cambriolage. Donc voilà, on est en train de faire le PV d'investigation, de renseignement autour de cet individu. L'homme est un multirécidiviste. En plus de ce cambriolage, les gendarmes le soupçonnent d'avoir écumé toute la région. En le retrouvant, ils pensent pouvoir élucider d'autres affaires. L'enquête prend une nouvelle dimension. Quelques jours plus tard, à Lyon, il est 8h du matin et les Lyonnais se préparent à partir au travail. Bientôt, le centre sera saturé, entraînant son lot d'accidents. Et justement, à la caserne de pompiers Rochat, David, 35 ans et 12 ans d'ancienneté, est appelé en urgence. A priori, ce sera un scooter qui se serait fait percuter par une voiture. Donc il y a un homme d'une trentaine d'années qui est resté au sol. Le temps presse. David n'a pas d'autres informations, mais il sait que ce type d'accident est souvent meurtrier. Ça dépend un petit peu de la vitesse à laquelle il roulait. Et puis dans tous les cas, même s'il roulait pas très fort, on peut vite se faire mal sur les accidents de roues. La collision a eu lieu à une dizaine de minutes de la caserne. En arrivant sur place, David découvre la victime allongée au sol. Je suis un ancien pompier. D'accord. Et vous avez été témoin du... Non, justement, je me suis arrêté et la dame a dit pas mal bien tête. Les témoins de l'accident ont sécurisé les lieux. Et l'un d'entre eux est en train d'administrer les premiers secours. Cette conductrice a coupé la route au scooter. Elle est sous choc. Elle reconnaît ses torts. Je ne comprends pas, j'étais là, j'attendais, j'ai regardé des deux côtés et je l'ai pas vu. Quand elle a voulu s'engager sur l'artère principale, la jeune femme a heurté de plein fouet le scooter sur sa gauche. L'impact a été violent. Le conducteur du deux roues s'est retrouvé éjecté. Garde le casque. Quel monsieur? Quel lui-même. Clément, un des collègues de David, craint le pire. La victime a eu un mauvais réflexe. Elle a enlevé son casque après le choc, ce qui peut entraîner des risques de lésions cérébrales. Clément s'assure que l'homme n'a pas eu de perte de connaissance. Il teste ses facultés pour détecter d'éventuelles commotions. Vous l'avez enlevé tout seul? Vous vous rappelez de tout? Vous savez quelle journée aujourd'hui? L'homme répond normalement, mais il se plaint de douleurs aux jambes. Plutôt inquiétant. Clément redoute que la colonne vertébrale ne soit touchée. La victime risquerait alors une paralysie. Non, ça va? Au niveau du bassin, là. Non? Au niveau de la cuisse, vous avez mal? Le jeune homme a affreusement mal aux membres inférieurs. C'est bon, merci. Merci. David prend la situation en main. On va vous poser une petite question. Bougez pas. Il immobilise ses jambes. Parfait. Sortez, monsieur, là, c'est bon? Et avec une extrême précaution, les pompiers emmènent le conducteur du deux roues jusqu'à l'ambulance pour l'examiner. C'est pas ce qu'il peut avoir, il faut pousser un petit peu les examens. Dans le fourgon, les secouristes tentent d'évaluer les blessures de la victime. Monsieur, votre douleur, vous la chiffrez à combien? 0, vous avez pas mal du tout. 10, c'est la pire douleur que vous ayez jamais ressentie. Disons qu'on est à 6-7. Le conducteur du scooter souffre horriblement. Les pompiers doivent déterminer très vite la cause de ces douleurs. Localisé au niveau de la cheville. À première vue, la victime aurait la cheville cassée. Sa colonne vertébrale n'aurait pas été touchée.
Mais les pompiers veulent s'assurer qu'il n'y a pas de lésions internes. À l'extérieur, la police essaie de comprendre ce qu'il s'est passé. Elle interroge la conductrice. Bon, madame, du coup, on le transporte. On va sur Édouard Herriot pavillon A. Pendant son transport aux urgences de l'hôpital Édouard Herriot, la victime traumatisée ne cesse de se remémorer l'accident. Vous avez mis le pied en fait, c'est ça que vous avez fait. J'ai pas mis le pied pour protéger le scooter ou quoi que ce soit. C'est de peur en fait pour C'est de peur, protection. je l'ai laissé là où il était, j'étais... Ah ça va tellement vite. Et boum. Mais ouais, 2 roues piétons c'est tous les jours. Après c'est pas tous les jours au même carrefour mais c'est tous les jours. Dans son malheur, il a eu beaucoup de chance. Aux urgences, après plusieurs examens, le diagnostic tombe. L'homme n'a que la cheville cassée. En France, en 2022, 718 motards ont perdu la vie dans un accident de la route comme celui-ci. 2 jours après le braquage de la bijouterie dans l'Est lyonnais, 4 hommes armés de haches et de fusils avaient fait irruption dans une galerie marchande. Ils ont tenté en vain de dérober les bijoux les plus précieux de ce magasin. Du fait d'un système de sécurité efficace, ils étaient repartis bredouille. Ce matin-là, le gendarme Simon Klein retourne sur le lieu du crime. Son objectif, c'est d'analyser les points faibles du site. Pourquoi est-ce que cette bijouterie a été choisie par les malfaiteurs, d'une part, et ensuite voir qu'est-ce qui peut être amélioré pour éviter que ça se reproduise. C'est ce qu'on appelle la PTM, prévention technique de la malveillance. Ça, c'est la sortie de secours qu'ils ont empruntée, c'est celle-là. Et ils sont sortis par les portes qu'il y avait là, quoi. Voilà, par les portes qui sont là-bas. Ce qui intrigue le plus les gendarmes, c'est la question de la vidéosurveillance à l'intérieur de la bijouterie. Curieusement, l'enregistrement avait été désactivé 15 jours avant le braquage. Sur les 30 derniers jours, depuis le 27 octobre, en fait, vous n'avez plus d'images. Apparemment qu'il s'arrête depuis le 27 octobre. Et toutes les caméras ont été arrêtées? Toutes les caméras. Impossible du coup de rechercher le visage des hommes venus repérer les vitrines avant le braquage. Et plus mystérieuse encore, même la société responsable des enregistrements n'a aucune explication. Vous pensez que les malfaiteurs auraient pu intervenir pour désactiver eux-mêmes cette vidéosurveillance? Non, là on accède quand même à la sécurité d'un système informatique. Je pense que dans un film c'est possible, mais en réalité c'est quand même protégé, quoi. Il y a quand même des protections par mot de passe, par nom d'utilisateur, il faut se connecter sur l'adresse IP. C'est quand même quelque chose d'assez complexe. Le patron de la bijouterie se rappelle soudain avoir observé ces caméras à distance sur son smartphone. Il aurait pu alors faire une fausse manipulation. Depuis le jour du braquage, la vidéosurveillance a été rétablie dans son magasin. Le gendarme Klein écoute ensuite le témoignage de Claire, la jeune vendeuse, afin d'évaluer sa réaction, savoir si elle a eu la bonne attitude. Vous étiez à cet endroit-là quand ça s'est passé? Souvenez-vous, c'est elle qui avait craint d'être prise en otage. Ils m'ont précipité justement là-bas et m'ont demandé d'ouvrir une vitrine. En obéissant aux malfaiteurs, sans paniquer, sans vouloir s'opposer à eux, elle a eu le bon réflexe. En permanence? Ouais, donc j'ai ouverte et... Le rideau était en haut. Le rideau était baissé. Vous ne pouvez pas aller à l'encontre, ce genre de choses. Les biens, je dirais que ça devient presque secondaire dans ce genre d'action, puisqu'on est face à quelqu'un qui est armé, qui peut faire des dégâts humains, qui peut engendrer des blessés, voire des morts. Donc le but est vraiment d'éviter ça. Une simple crise de panique peut avoir des conséquences qui peuvent être dramatiques. Ce service de prévention de la malveillance n'existe que depuis quelques années dans la gendarmerie. Les conseils prodigués sont très appréciés par les victimes qui ont vécu ce genre d'événement. Pour finir, le gendarme Klein refait le trajet des braqueurs. Ils ont pris la fuite par cette issue de secours. Dans leur précipitation, ils ont donné un coup de hache dans la porte. Or, cette sortie est située tout près de la bijouterie. Moi, ça ne m'étonnerait pas que dans la démarche des personnes qui sont venues, la bijouterie, elle est juste à gauche. Au pire, on peut faire ça et ressortir juste après. Ça aurait été tout au fond, avec aucune sortie dans un rayon de 50 mètres, il faut courir plus longtemps. Ça peut être plus litigieux. Un diagnostic comme celui-là pourra permettre d'améliorer l'aménagement des galeries commerciales. Du côté de l'enquête, les braqueurs courent toujours pour l'instant.
Mais une information nouvelle est parvenue à la gendarmerie. Une information qui va conduire les forces de l'ordre vers le monde du grand banditisme. À 120 km de là, les gendarmes de l'Alpe d'Huez sont en route pour mener une perquisition qui risque d'être déterminante dans leur enquête. Souvenez-vous, 2 hommes s'étaient introduits dans un hôtel, en présence des propriétaires. L'un d'entre eux est désormais identifié, et il s'avère que c'est un multirécidiviste recherché par la gendarmerie. Les gendarmes approchent du but. On va taper au dernier domicile connu. S'il y a quelqu'un, on rentre, on fait la perquisition pour trouver tous les objets dérobés et surtout la fameuse veste. Ce qu'il y a, c'est que c'est une personne qu'on connaît et c'est vrai que pour y mettre la main dessus, ça va pas être trop facile, quoi. Il a l'habitude de vous fuir. Voilà. Deux paires de baskets devant l'appartement. Le suspect est sans doute derrière cette porte. C'est la gendarmerie, ouvrez! Les gendarmes finiront par ouvrir eux-mêmes. Eh oh! Bonjour? Il est midi passé. À l'intérieur, une femme est encore en train de dormir. Mais dis donc, c'est sommeil profond, hein? La jeune femme est seule. C'est la petite amie de l'homme recherché. Il est où le... Pas tout de suite le portable. Pas tout de suite le portable. Je sais très bien qu'il va être... on va l'appeler de toute façon. Je sais très bien de toute façon. Le but c'est qu'on le voie. Donc ça sert à rien de l'appeler tout de suite pour lui dire qu'on est là. Donc là on est descendu ce matin pour essayer de le voir parce que par rapport à ce qu'il a fait à l'Alpe d'Huez, ce qu'il est soupçonné d'avoir fait, hein, mais dans tous les cas il va falloir qu'il... Non. Ah, s'il aurait tué quelqu'un, on serait pas là comme ça. On serait pas en train de parler là comme ça calmement. D'accord? Et là il travaille où? Oui, mais ça, au black, c'est autre chose. Je sais pas où. Dans un chantier, mais je sais pas où. Il n'y a aucun moyen de l'appeler? Non. Pour qu'il revienne? Il n'a plus de téléphone? Non. Allez, on attaque la perquisition. C'est quoi la veste de... Non. C'est sa veste, ça? Ouais. On est d'accord? Ouais. Hein? Ok, elle est où cette veste? Elle est là. Elle est là? Voilà. Cette veste correspond bien à celle que portaient les deux cambrioleurs. Quand il est rentré lundi, est-ce qu'il est rentré avec le téléphone? Un iPhone. Si tu sais où il est, s'il est là, tu nous le dis. La jeune femme ne voudra rien dire, ni sur son petit ami, ni sur son complice. Le soir même, les gendarmes vont inscrire le suspect sur le fichier des personnes recherchées. À Lyon, dans le 7e arrondissement, chez les pompiers de la caserne de Rochat, c'est l'heure du déjeuner. Mais Franck, 28 ans, engagé chez les pompiers depuis ses 16 ans, n'a pas le temps de savourer son repas. Il est de garde et son bip vient de retentir. On part sur une jeune fille qui menace de mettre fin à ses jours par SMS, mais on n'en sait pas plus pour l'instant encore. Une rupture amoureuse qui aurait mal tourné. Et c'est l'ex de la victime qui a appelé le 18. C'est beaucoup d'appels au secours, d'appels à l'aide. Franck, toujours rassurant, est le spécialiste de ce type d'intervention. Perception du petit sorti sec. Ouais, je vais prendre le gros. Bonjour. Bonsoir. C'est les pompiers. Pourquoi vous êtes là? Apparemment... Votre ami ou petite amie. Ouais, vous n'avez pas appelé quelqu'un pour dire que vous venez faire... On peut se permettre d'entrer pour discuter quelques minutes ou pas? Oui. La jeune fille tombe des nues. Elle n'en revient pas que son petit ami ait appelé les pompiers. Qu'est-ce qui s'est passé, jeune fille? Qu'est-ce qui arrive? Vous êtes pieds nus, là. Faites attention. De vous dire, vous êtes pieds nus, là. Vous avez écrit à qui alors pour dire que ça allait pas? Ah, mon copain. Et vous l'avez fait peur? Ce qui explique qu'il nous a appelés? J'ai dit que je me sentais pas bien. Elle s'est tailladé les bras avec une lame de cutter après avoir retourné son appartement sans dessus-dessous pour détruire tout souvenir de cette histoire d'amour. Le sol est jonché de photos déchirées et de verres brisés. Faites voir vos bras s'il faut désinfecter. Ouais, moi aussi. Vous avez fait ça il y a combien de temps?
Je sais pas. 5 minutes 10 minutes 1 heure, je sais pas, mais ça fait très longtemps que je le fais, donc c'est pas grave en fait. Bah un petit peu. En fait, c'est pas la question de la profondeur qui est pas grave. C'est la question du geste. D'accord? À 21 ans, voilà. On a toute la vie dans ça. Ouais, 99 de ça, t'es 100 de... 13 de terre. On va être obligé d'aller à l'hôpital là. On va aller voir un médecin. Les coupures sont superficielles, mais Franck décide malgré tout de l'emmener aux urgences. Donc une jeune fille qui s'est entaillée les bras avec une lame de cutter. Rien de vital en soi pour nous, mais pour le côté psychologique, il faut quand même faire attention, parce que ça commence comme ça. On n'est pas à l'abri de ce qui peut se passer derrière. Donc il faut qu'on aille voir quelqu'un à l'hôpital maintenant pour discuter. Non, mon chat. J'entends que il est pas bien loin là. La jeune femme est inquiète. Son chat s'est échappé. Franck se dévoue et part à sa recherche. Il n'arrive pas, il mord pas. C'est la chance que j'ai. Et je crois qu'il est là-haut. Mais quand il le retrouve, l'animal se montre agressif. Aïe, 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 aïe. Je vous laisse le prendre parce que là, il est en train de me faire très mal. J'ai jamais de chance avec les chats. Le chat en sécurité, les pompiers peuvent emmener la jeune fille à Édouard Herriot. Face à sa détresse psychologique, Franck essaye de la raisonner. Vous savez, j'ai pas de conseils à vous donner, mais si vous faites ce geste pour un garçon à 21 ans, ça vaut peut-être pas la peine. Il lui demande alors de rassurer son ex-petite amie. Si les nouvelles sont pas données, ne serait-ce que sur le fait qu'on les prise en charge, on nous rappelle, son ami nous rappelle, nous on y retourne sans faire le rapprochement, parce que c'est pas nous directement, ça peut être les autres collègues. On casse l'appartement, on se rend compte que la jeune fille est pas là, il fait 0 dehors, ça fait désordre d'avoir une fenêtre de cassée, quoi. C'est tout bon? La jeune fille ressortira quelques heures plus tard de l'hôpital, après avoir vu un psychiatre. Des appels pour tentative de suicide, la caserne de Rochat en reçoit 2 par jour. Les pompiers, j'écoute. Est-ce qu'elle a les yeux ouverts ou fermés? Est-ce que vous voyez des déformations au niveau de ses membres, des coupures, un saignement? Vous êtes devant la maison. Vous avez posé le cutter, monsieur, ou pas? Et pour certaines interventions, il faut appeler d'autres unités en renfort. À la caserne de Rochat, l'appel d'urgence retentit. Un homme, chez lui, ne répond plus. Ses proches redoutent le pire. Apparemment, son frère est sur les lieux, il n'a pas de nouvelles de son frère. Le gardien est sur place, il ne veut pas ouvrir. Donc on verra une fois sur les lieux. Allez, c'est parti. C'est Bernard, 52 ans, un des plus anciens de la caserne, qui part sur l'intervention avec 2 autres pompiers. Quand on nous déclenche, c'est que c'est sérieux, donc on y va, et puis sur place, on verra. Bernard n'a pas plus d'informations. L'adresse est celle d'une résidence hôtelière. L'homme, qui ne répond pas à ses proches, loue une chambre ici depuis plusieurs mois. On va regarder. Une fois arrivés au 2e étage, les pompiers sont accueillis par l'individu qui les a alertés. Je vous demanderai de reculer. C'est le frère et il est très inquiet. Et là, vous l'avez eu quand pour la dernière fois? J'ai essayé de l'appeler ce matin. D'accord. Comme il est en instance de divorce avec sa femme, et ça se passe pas bien avec sa femme et ses enfants. Les pompiers essayent d'ouvrir la porte, sans succès. La clé apparemment se trouve derrière, donc elle est trop costaud pour qu'on essaye de taper dessus avec les pieds. À l'intérieur, silence total. Pour Bernard, ce n'est pas bon signe. Il faut faire vite. Surtout qu'il vient d'apprendre que la personne serait diabétique. Sans insuline, son taux de sucre peut chuter et entraîner de graves complications. Il y a le verrou. Il y a les 3 points. Les 3 points, ils sont, t'es sûr? Écoute, écoute. Son frère essaye de l'appeler au téléphone, mais rien n'y fait. Je m'inquiète. Vous avez les clés d'ici, monsieur? Ouais, c'est les mêmes que je vous ai données. Bernard cherche alors une solution. Il demande au gardien de lui ouvrir la chambre du voisin. Je vais voir à côté, gros. Il espère atteindre la fenêtre et pénétrer par l'extérieur. Mais c'est trop risqué. J'arrive pas, c'est trop loin, on va se casser la gueule.
Je demande une EPC. Alors, face à l'urgence, il demande le soutien de la grande échelle. Il dirige les opérations depuis le second étage. Juste à côté, passe là, à côté. Il n'y a pas une minute à perdre. Cela fait trop longtemps que l'homme ne donne pas signe de vie dans son appartement. On baisse un peu. Encore à droite, encore à droite. C'est bon, on bouge plus. En l'espace de quelques secondes, les pompiers pénètrent dans la chambre. Et ils ouvrent la porte à l'équipe de Bernard. Il a pas l'air bien, il est là. Allez, d'accord. L'homme est à terre dans le coma. Écoute, on va vite prendre les constantes. 95 de 7. Le pouls est à combien, Gwen? J'ai pas entendu ce que tu m'as dit. 78. La victime se serait injectée de l'insuline, mais à une dose massive qui peut être fatale. Alors Bernard appelle le SAMU en renfort. Oui, bonjour, c'est bien Rocha, pour une demande de renfort SAMU pour un monsieur de 50 ans, diabétique, inconscient. On va pas le toucher, là, pour le moment il ventile, on le met en PLS. Position de sécurité, les constantes sont faites. Après, on est sous les ordres du médecin, c'est lui qui décide. À l'arrivée du SAMU, l'homme est toujours inconscient. Une petite lettre de ouais. Bernard trouve alors une lettre. C'est une tentative de suicide. Ça ressemble un peu à un courrier d'adieu, malheureusement, qui est destiné à son frère. Bernard montre alors la lettre au frère, resté dans le couloir, pour ne pas gêner le travail des secouristes. Je pense que c'est lié à sa situation actuelle. Pendant ce temps-là, la victime reste plongée dans un coma profond. On va tout passer. Je pense qu'on va l'emmener. C'est une tentative de suicide à l'insuline, a priori. Ce qui explique sa glycémie très très basse, c'est le fait qu'on ait du mal à remonter. On va le réchauffer un peu et on va l'hospitaliser en réanimation. Il faut donc faire vite. Mais la victime est intransportable par l'ascenseur ou par l'escalier. L'ascenseur couché, c'est mort. Ouais. Et l'escalier, c'est pas large, donc l'échelle, c'est bien. Donc on évacue par la fenêtre, Gwen, c'est ça? Attention pour lever, lever. Les hommes de Bernard prennent alors toutes leurs précautions pour une évacuation par la grande échelle. Attention pour épauler, épauler. Allez. De son côté, le médecin du SAMU essaye de rassurer le frère sans se prononcer sur l'état de la victime. On va l'hospitaliser en réanimation. On a amélioré la situation, mais il y a encore des choses à faire. On a quitté les lieux il y a 2 minutes et on arrive à HEH au pavillon N. L'homme, qui a voulu intenter à sa vie en s'injectant une dose d'insuline, est transporté aux urgences de l'hôpital. Il y restera 1 mois et demi. Mais son geste désespéré n'aura heureusement pas de séquelles graves sur sa santé. C'est bon, tu l'as sauvé? Bien sûr, bien sûr. Encore une vie de sauvée. Comme Bernard, Franck ou Clovis, les pompiers de Lyon mettent tout en œuvre pour porter secours. Malaise, tentative de suicide, accident, ils interviennent guidés par leur devise « Courage et dévouement ». Du côté du braquage dans l'Est lyonnais, l'enquête se poursuit. Les gendarmes ont reçu l'information du parquet. Ils sont dessaisis de l'enquête. C'est la police judiciaire de Lyon qui va conduire les investigations. Et pour cause, le mode opératoire du braquage fait penser à une bande organisée. Depuis quelques mois dans la région lyonnaise, ce genre d'attaque se multiplie, notamment contre les bijouteries. L'or, aujourd'hui, le marché de l'or est extrêmement élevé. L'or se revend, je ne sais pas à combien, mais ça fait quelques années qu'on le constate. Vous voyez pousser tous ces magasins de rachat d'or. Pour cette tentative de vol à main armée, les malfaiteurs risquent 20 ans de prison et 150 000 € d'amende. Mais ils courent toujours. La police judiciaire de Lyon n'a pour l'instant pas réussi à les interpeller. Les gendarmes de l'Alpe d'Huez vont avoir un tout autre dénouement à leur affaire de cambriolage dans un des hôtels de la station.
Un homme se présente à la gendarmerie à 30 km de Grenoble. Il est mis en cause pour des dégradations sur son lieu de travail. Les gendarmes entrent son nom dans l'ordinateur. Surprise, il apparaît sur le fichier des personnes recherchées pour un cambriolage à l'Alpe d'Huez. C'est bien lui. En se présentant pour un délit banal, il ne pensait pas que les gendarmes feraient le rapprochement. 2 heures plus tard, Laurence et ses collègues viennent cueillir le suspect pour le placer en garde à vue. Donc là, on va sortir, on monte dans la voiture, on part à Là, c'est juste, on monte dans le véhicule. Là, on va sortir, on monte dans la bagnole et on monte. Mais vous mettez votre... C'est pour le trajet, et puis hop, on monte à l'Alpe. Pour Laurence, mission accomplie. C'est pas toujours que ça finit comme ça, malheureusement. C'est rare? Non, on a heureusement des affaires qui aboutissent, mais c'est pas toujours le cas. Vous êtes satisfait, là? Ah oui, oui, tout à fait, oui. On est satisfait, oui. Ça fera une affaire de résolue. Le suspect ne dira rien. Il est entré dans l'hôtel pour chercher une chambre. Il n'a pas vu que son ami volait du matériel, et comme par hasard, il a oublié le nom de cet ami. Finalement, il sera remis en liberté dans l'attente de son procès. Pour un vol en réunion, la peine peut aller jusqu'à 5 ans de prison. Quant à Laurence, elle atteindra son objectif personnel dès le mois suivant. La voilà désormais, comme elle en rêvait, officier de police judiciaire.